Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on se retrouve avec un invité que je tenais à avoir depuis un moment. Un invité qui m'inspire beaucoup depuis de nombreuses années. Je pense que vous allez en avoir plein vos oreilles. Alors, je vais donner juste quelques chiffres avant de te laisser te présenter. Euh, Aujourd'hui, c'est 16 000 abonnés Insta, 139 000 abonnés YouTube, 102 lecteurs d'un blog fondé en 2007. On y reviendra juste après. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci Michael Ferrari de me faire le plaisir et l'honneur de t'accueillir sur les ondes de la Fabrique des investisseurs. Comment vas-tu? Bah, très bien et merci de m'accueillir. Michael, comme je le disais en préambule, ça fait un moment que tu es présent sur le web. Tu es un des pionniers sur ce mouvement de l'indépendance financière en France. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, voilà, qui tu es, ce que tu fais, voilà. Oui, alors donc je suis Michael Ferrari, je suis entrepreneur et auteur. Donc j'ai récemment publié un livre qui s'appelle Par ici la sortie aux éditions Alizio. Et je partage mon temps entre les projets immobiliers et on va dire la partie business de manière générale, la partie business en ligne ou d'autres activités sur lesquelles je peux travailler. Donc je me répartis. Donc je suis, si tu veux, assez multicarte et j'aime bien C'est ce qui me travailler plaît. sur des sujets différents. Ok. Bon, avant d'atteindre cette liberté financière tant convoitée, il y a un long parcours derrière, un long background, et j'aimerais qu'on reparte un petit peu, qu'on retourne dans le passé. Euh, c'est quoi, t'es issu d'où? C'est quoi ton milieu social? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'en 2007 se passe un peu ce game changer finalement de vouloir monter un blog pour parler d'argent tout simplement. euh, D'où tu viens et voilà, c'est quoi ton histoire finalement? Ouais, écoute, mon histoire, c'est que je viens d'une famille ouvrière en fait. Hein, mes deux parents ont toujours gagné pas loin du salaire minimum. Euh, dans des métiers, tu sais, niveau employé, finalement, Mhm. voilà, assez d'entrée d'échelle, quoi. Euh, il s'est passé un événement un peu majeur, c'est que ils se sont retrouvés en surendettement. J'avais, tu vois, 16-17 ans à l'époque. Et en fait, ils ne savaient pas comment s'en sortir. Moi, je les voyais faire, mais à cet âge-là, tu vois, je m'intéressais pas trop à l'argent, au budget, je ne savais pas trop ce que c'était. D'autres préoccupations à 16-17 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, à part le côté tout est trop cher, donc voilà, on est tout le temps en train de manquer un petit peu d'argent. Alors, parallèlement à ça, je tiens à le préciser, j'ai eu une enfance tout à fait heureuse. Hein. Tu vois, L'un le n'empêche pas repas, l'autre. ouais, l'un n'empêche pas l'autre. C'est important de le préciser. Par contre, ouais, côté finance, bah, c'était la galère. Et donc, je suis allé m'intéresser, ok, comment on fait pour s'en sortir? Et donc, en fait, c'est moi qui suis allé à la Banque de France. Donc, je me souviens, c'était à la succursale à Marseille que j'allais chercher le dossier de surendettement et je leur ai dit, voilà, il faut remplir Ok. ce truc-là, aller déposer un dossier, il y a une commission, ils vont examiner notre situation et puis ils vont nous proposer éventuellement un aménagement de l'année. Donc, ce qui a été fait. Donc, je crois À sur 16, de mes, à 16-17 ans, c'est toi qui prends les choses en main pour. Ouais, ouais, disons que enfin, j'essaie d'aider, quoi. Hein, prendre les choses en main, c'est peut-être un grand mot, mais j'essaie d'aider et je trouve ce truc-là. Et en leur disant, bon, voilà, maintenant, je pense qu'il faut, voilà, faut arrêter Faut agir, ouais. l'approche un petit peu de l'autruche ne marche pas. Donc, Mhm. parce que mes parents avaient, voilà, bon, peu de moyens et pas d'éducation financière. Donc, dès qu'il fallait acheter une machine à laver, ben, je me souviens très bien, on allait chez un magasin de type Conforama et tu l'as payé sur 5 ans à Ouais, coût ouais, de ouais, 50 ouais, euros par ouais. mois. Donc, tu l'as payé deux fois le prix, la machine, avec Ouais. voilà. Donc ça, c'était tout comme ça. Donc ils en avaient 5, 6, 7, 8 de trucs qui s'accumulaient et voilà. Et donc dès qu'il y a une baisse de revenus, c'est la cata. La Euh, mauvaisette. et puis voilà, donc ça, tu vois, c'est un peu les premiers contacts avec la question De de l'argent l'argent. où, Ouais. où, là où je me dis bon, c'est un sujet, faut peut-être
peut-être s'en occuper, s'y intéresser, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Donc première expérience entre guillemets pas cool dans la douleur entre guillemets ou du moins dans l'observation de finalement un manque de moyens peut mettre à mal une famille ou peut causer des soucis quoi. Ouais, clairement, clairement. Je vois que c'est en fait une ressource et que bah, du coup, bon, mes parents, par opposition, m'ont toujours poussé à faire des études en disant, voilà, il faut que tu fasses des études, que tu obtiennes des diplômes, que tu aies un métier qui paye mieux et que comme ça, tu n'auras pas les mêmes problèmes, quoi. Ok. Et d'une certaine manière, c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, si tu veux, de passer à autre chose. Tu sais, des fois, on parle de cet ascenseur social. Mhm. J'ai l'impression de vraiment avoir pu progresser socialement par rapport à mon milieu d'origine, quoi. Ok. Et donc toi du coup tu pars sur un cursus d'études longue. T'as quoi Ouais, comme alors background? c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai fait des études, j'ai fait un diplôme court, donc un BTS en 2 ans. Et puis après, parce que je voulais gagner ma vie, hein, parce que moi, Mhm. même pour faire mes études, je devais travailler l'été pour me payer mes études, quoi. Ok. Donc je me dis, bon, c'est bien d'avoir peut-être un diplôme et puis après d'aller bosser. Mais seulement quand je commence dans le monde du travail, je me rends compte que c'est pas du tout ni C'est pas ce qu'on nous a vendu. intéressant, ni rémunérateur. Et je me dis, on m'a menti. Ouais. Ok. On m'a menti. Et donc, donc j'étais le premier salarié dans une start-up. Hein, donc, bon, à l'époque, on disait pas forcément ça, mais c'est le premier salarié dans une boîte dans l'innovation. Et, euh, et en fait, la boîte décolle pas. Donc, au bout d'un an, je me dis, bon, faut arrêter. Et je reprends mes études. Ok. Je reprends mes études et je fais 3 ans supplémentaires. Donc, j'obtiens un bac plus 5 pour. Je m'étais aussi rendu compte dans l'intervalle que, en fait, tes 3 années d'études, tu pouvais assez rapidement, elles étaient assez rentables, quoi. C'est-à-dire que la différence de salaire entre Oui. un bac plus 2 et un bac plus 5, elle est Oui. quand même importante Mm. et que tu rentabilises ces 3 années très vite. Donc, je Ok. m'étais dit, bon, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, on se retrouve, ouais, t'as quoi, peut-être 22, 23. T'as quel âge aujourd'hui? Normalement, on ne demande pas ça, mais 43. 43, donc on va dire que c'était il y a 20 ans, donc en 2003. Donc au final, un peu avant la trentaine, si je fais un truc rétroactif, grosso modo, un peu avant la trentaine, tu montes ton blog. Si je suis pas trop mauvais Ouais. dans mes calculs, on y est. Avec quelle idée en tête en fait, d'où à 27, 28 ans tu te dis, surtout que les blogs, ça devait pas être non plus hyper répandu à l'époque. Euh, Pourquoi tu te dis du jour au lendemain, tiens, je vais me mettre devant mon PC, enfin derrière mon PC pour écrire. C'était pour partager quoi? C'était quoi un petit peu ta pensée de l'époque? Alors, le blog, je le crée en 2007. Et si tu veux, ça vient d'un ami qui, à l'époque, vivait déjà de ses revenus Ok. publicitaires sur Internet, qui était déjà un nomade digital, tu vois. Il faisait déjà tout un tas de trucs qui portent des noms aujourd'hui, quoi. Et qui me dit, en fait, il me dit, bah voilà, il me dit, tu devrais partager tes centres d'intérêt. Il me dit, c'était Mhm. ça. Et il commence à me passer des bouquins sur justement l'argent, la liberté financière, tous les classiques américains essentiellement qui parlent de ça. Et si tu veux, moi je lisais beaucoup, du coup je lisais énormément. Et donc il me parle de ça et en me disant, ben voilà, partage déjà ce que tu apprends, c'est déjà une première manière de faire quelque chose. Et je me suis dit, ouais. Et en étudiant notamment les styles d'apprentissage, je me suis aussi rendu compte que dans ma manière d'apprendre, j'ai un niveau de rétention qui est bien plus élevé quand Quand tu retransmets ou j'explique, je ouais, retranscris ce que j'ai appris ou ce que j'ai je suis un vu. peu pareil. Ouais. Ok. Et donc, si tu veux, c'était un cercle vertueux où je lisais des choses, mais plutôt que de lire des choses et tu fermes le livre, tu as tout oublié, plutôt juste de prendre des notes. Et bah oui, c'est un niveau supérieur, mais c'est pas aussi bien. Bah là, je passais des heures à retranscrire ça dans des articles sur le blog. Voilà. Et est-ce que tu avais déjà à l'époque une certaine vision de là où tu voulais emmener ce blog? C'était quoi un petit peu tes ambitions ou tes aspirations? Ou alors t'en avais peut-être pas du coup et c'était juste en mode j'aime partager, j'aime retransmettre. C'était quoi un petit peu Non, au départ, c'était vraiment l'océan, tu vois. Donc, je crée le truc en me disant, je vais partager, on va voir ce que ça donne. Et je l'ai créé dans l'optique de me dire,
j'aimerais bien pouvoir avoir un support, un média sur lequel je puisse prendre du plaisir à partager, à écrire, et que finalement c'est quelque chose qui puisse durer, que je puisse faire Durer ça dans le temps. longtemps, parce que c'est une activité que tu peux faire même dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, écrire, tu vois, c'est intemporel. Hein. Ouais, oui. Et donc je me suis dit, bon voilà, on part là-dessus, et j'avais pas de visée, tu vois, pour moi c'était pas un business, quoi. Donc au début c'était vraiment, et pendant des années ça a été juste de partager De passion. des idées, quoi. Ouais. Ok. Et donc, suite à un petit peu ce démarrage, c'est un petit peu tes premiers pas dans le monde à la fois de l'indépendance financière, parce que tu te forges ton esprit finalement. Est-ce que tu as eu des déclics? Parce que j'imagine qu'à l'époque, tu es salarié. C'est ce qui permet aujourd'hui, c'est le moyen le plus facile d'emprunter, hein, de lever de la dette. Par quoi tu commences dans cette est-ce que tu as un cheminement particulier, tu vois, dans la tête, si on se remet à l'époque, tu te dis, bon, bah voilà, aujourd'hui, je suis en CDI. Est-ce que tu as cette notion de CDI égale effet de levier via la banque? Tu démarres quand dans l'IMO? Tu démarres peut-être par la bourse d'ailleurs. Comment se structure ta pensée de l'époque? Alors à l'époque, il y avait un grand écart entre ce que je pouvais lire euh, et ce que je pouvais faire. Tu vois, mon Ok. quotidien, tu vois, il y avait un écart. Il y avait les livres d'un côté dans lesquels on te parlait décorer le temps et l'argent, on te parlait Mhm. d'entreprendre, de business, de plein de choses qui étaient hyper inspirants. Et il y avait mon quotidien qui était consultant salarié, quoi. Ouais, je vois. Dans le métro à Paris, 30 mètres carrés pour un appart, et voilà. Donc il y avait ce grand écart. Euh, Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de l'appliquer à ma manière, c'est-à-dire en termes d'état d'esprit. Alors pour certains, c'est un gros mot, mais l'état d'esprit, si tu veux, la manière de l'appliquer, de le transcrire à ce que je faisais, c'était déjà d'être dans une démarche de progression. Mhm. Donc dans le métier que je faisais, de chercher à progresser. C'est bête, hein, mais voilà, de chercher Ouais, tout à fait, à ouais. aller de l'avant, aller sur les technologies qui sont innovantes, sur des projets intéressants, voilà. Donc d'avancer comme ça. Et donc ça m'a conduit à changer de poste et de boîte plusieurs fois, tu vois, parce Ok. qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était une manière d'arriver sur des projets plus intéressants et de sécuriser des hausses de salaire assez facilement. Ok. Donc je l'ai fait plusieurs fois. D'être Mais ça, proactif dans son métier et de pas se reposer sur les lauriers, quoi. ouais, c'est ça. En fait, de se rendre compte que que en tant que, même si tu es salarié, tu es en réalité à ton compte. Ouais, on peut le voir comme ça, ouais. Donc, tu vois, vraiment de reprendre ça en disant, en fait, tu reprends ta responsabilité. Bien sûr. Bon, il y a un contrat, il y a un lien de subordination, il y a le contexte du salariat qui est une chose, mais en fait, de considérer que derrière, en vrai, tu es à ton compte. Donc, tout ce qui va t'arriver, ça va être le fruit des décisions que tu vas prendre Mhm. ou de tout ce que tu n'oseras pas faire. Donc je m'étais dit, si j'arrive, parce que il y avait largement la possibilité de se faire recruter dans une administration et puis tu vois, de se De se caler, planquer, ouais. ouais, à la progression, puis là tu es tranquille pendant un temps, ou de se caler même dans une grosse boîte, ça c'est pareil, hein, il y a des bonnes planques. Ça c'était pas un souci, mais je m'étais dit, si tu te mets là-dedans, en fait tu signes dès le départ pour ta future limitation, puisque ta progression elle sera Mm, inexistante mm, mm. en termes de compétences, de salaire, de tout ce que tu veux, et donc le jour où tu veux faire autre chose, en fait C'est tu mort. vas partir, tu vas être au pied du mur, quoi. Donc, Ouais. donc tu vois, arriver avec cet état d'esprit déjà qui en plus, je pense, donc fait de toi un élément intéressant pour la boîte, c'est-à-dire que Mm. tu es quelqu'un qui se pose des questions, qui a envie d'avancer, voilà. Mais ça correspond pas à toutes les boîtes, évidemment, parce qu'une boîte qui cherche juste quelqu'un pour faire un rôle précis, tu vas un petit peu l'ennuyer, tu vas la déranger, quoi. Donc tu vois, je me cherche un peu là-dedans pendant 2 ans. Et en fait, au bout de 2 ans, je me dis, bon, c'est pas pour moi, la partie Ouais. salariale, ça marche pas, en fait. Ok. Ça marche pas. Et il y a un événement précis qui déclenche ça. Ça, c'est ce que Euh, j'aime. ouais, ouais. Donc, j'avais fait plusieurs switches. Mais si tu veux, il y a un événement précis qui fait ça. C'est que j'en étais arrivé à un cycle où j'avais changé plusieurs fois de boîte. Là, j'étais dans un tout petit cabinet. On était 5-6. Et en fait,
donc on m'avait placé chez un client, un grand groupe dans l'industrie qui fabrique du ciment, pour pas le nommer. Et en fait, j'étais dans un service où le client, c'était un espèce de psychopathe qui prenait un malin plaisir à user les consultants. Tu sais, Ok. lui-même s'était fait voilà, maltraiter quand il était dans un grand Plus groupe. junior, ouais. Voilà, se faire des 15 heures de travail pendant le week-end, des trucs comme ça, voilà, des trucs. Donc C'était il sa commence. façon d'envisager le partenariat, quoi. Ouais, bah, c'était comme ça qu'ils voyaient les consultants, quoi. Ouais. C'est en gros, on est là pour leur mettre la pression en plus, tout est en plus est factice parce qu'il n'y a aucune justification Oui. du projet, quoi. Hein. Mais bon, donc du coup, forcément, ça clash. Et en fait, mon boss n'est pas du tout là pour moi, tu vois. En fait, il est en projet, il est staffé ailleurs, tu vois, il gère ses trucs. Mais en fait, il est pas du tout à la hauteur. Et en fait, il me laisse me démerder avec ce gars, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, et je me dis, bah, si c'est pour faire ça, j'ai pas besoin de lui, en fait. Donc, je vais Ouais, passer ok. freelance. Ouais. Au moins, je pourrais choisir. Parce que là, donc là, je ne pouvais pas choisir ce Tes projet ou pas ce clients. projet. Tu vois, je pouvais argumenter avec mon boss, mais je peux pas dire non, je le fais pas. Et en plus, quand il y a un truc à gérer avec un client qui est très particulier, on était probablement sur des questions de harcèlement ou je sais pas quoi, il est pas là. Donc je me dis, ok, si c'est pour me démerder, me gérer tout seul, je vais me gérer tout seul Et dans un bus. Voilà. ok. Et à l'époque, du coup, t'as quoi? T'as une petite trentaine, du coup, un peu plus, sans doute. Ouais, ça doit être à peu près ça, un peu avant, ouais, un peu avant. Ouais. Ouais. Et tu gagnais combien, du coup, à l'époque, sur ce poste de salarié plus? En plus, j'imagine région parisienne, c'était peut-être des salaires un peu plus importants. Alors, si je te dis pas de bêtises, ça devait être 2500 € par mois ou un truc comme ça. Ouais, c'était pas non plus la folie furieuse. T'es pas Ouais, sur des entre guillemets. salaires à 4-5 qui peuvent te dire j'avale pas Non. mal de couleuvres parce que voilà, il y a le gros salaire qui va en face, tu vois. Ok. Ouais, peut-être 3000 avec des primes ou je sais pas quoi, mais on devrait tourner à ouais, 40 quelques à l'année, 45 Ok. peut-être. Ok. Donc l'idée Euh, de devenir freelance, c'est en mode je sélectionne mes clients, j'applique mes tarifs, c'est un premier pas vers la liberté finalement. ouais, Tu profites du CDI quand même pour acheter un premier bien? Effet de pas du levier? tout. Pas du tout. Ok. Donc Pas ça, du ça tout. arrive après. Ouais, c'était pas ma priorité. C'était pas ma priorité. En fait, donc suite à cet événement, donc en fait, je fais un break. Donc je pars, on part avec ma copine, on part s'installer à Berlin. Ok. Euh, et pendant cette période, je me focus à fond tu vois, sur le blog. Hmm. Et là, je commence à rédiger mes premiers e-books, tu vois, mes premiers contenus Ouais. payants. Mhm. Tu vois, donc je travaille sur ça. Et donc, il se passe, ça, c'est un cycle qui dure à peu près un an. Et au bout d'un an, c'est là que j'enchaîne avec la période freelance, quoi. C'est là où Ok. j'ai un ancien collègue qui m'appelle et qui me dit, bah là, regarde, je sais pas ce que tu fais en ce moment, mais là, j'ai ce client dans la banque. On rentre à tel niveau, on est juste 3 freelances, on a besoin de toi. Si tu viens, voilà, il y a un contrat bien payé sur 3 ans, mission Ok. intéressante et tout. Ok. Donc je me dis, tu vois, d'un côté le blog avec les e-books, ça fonctionnait un petit peu, mais c'était pas Gentiment, oui. rien à voir avec, tu vois. Et je me dis, ben là, c'est peut-être l'occasion de signer, devenir freelance, et puis engranger du capital, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Ça marche. La période de freelance dure combien de temps au final? La période de freelance, elle a duré assez longtemps. Je sais pas, ça doit être 5 ans, un truc comme ça. Hein. Ok. Ouais, j'ai fait ça assez longtemps. Et en fait, j'ai toujours fait mes emprunts immobiliers, mes financements en étant TNS ou président Donc, travailleur non rémunéré salarié, je précise. voilà, travailleur non salarié. Enfin, j'ai jamais fait un seul emprunt en étant en CDI, quoi, si tu veux. Ok. Et à l'époque, ça posait pas de soucis? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une croyance limitante, une grosse croyance limitante, ou une barrière, du moins. Je me la pose aussi, hein. Aujourd'hui, je suis salarié, j'ai le confort du CDI pour pouvoir emprunter. Et je pense, de manière honnête, c'est ce qui me fait rester salarié, c'est pouvoir aussi enfin, avoir plus de facilité à emprunter. Je pourrais, tu vois, switcher freelance, pareil. Mon job aujourd'hui, je peux le transposer. Je te remets le contexte parce qu'on a peu conversé beaucoup en amont, mais aujourd'hui, moi, je suis responsable de projet immobilier dans le locatif. Je travaille pour un des leaders en France. Et en fait, du coup, je coordonne des projets sur la partie chasse, gestion de travaux et mise en loc, tu vois. Donc, je fais tout. Mhm.
les clients sont ceux de l'entreprise qui sont fournis, mais demain, en fait, moi, mon réseau, il est établi en fait en Bretagne. J'habite en Bretagne, et demain, j'aurai mes propres clients. Je fais la même chose en freelance. Je gagne 10 fois mieux ma vie, tu vois. Mais bon, tu vois, croyance limitante de me dire la banque, le freelance, c'est plus chaud Ouais. pour donner, enfin pour prêter quoi. Mais bon, en l'occurrence, Ouais, tant mieux ouais, si non, non, pour toi ça a c'est marché. le CDI est plus simple à comprendre pour la banque, c'est Mmh. sûr. Quand tu deviens freelance ou que tu as une boîte, ça va évidemment donc il va y avoir une question d'antériorité. Il y a une période d'au moins 1 an, c'est sûr, qui est, Ouais. avoir le premier bilan, il se passera rien du tout, ça c'est sûr. Souvent, les banques demandent 3 bilans, hein, au Mmh. lieu de 1, donc elles veulent que tu aies 3 ans d'activité. Moi, en fait, au bout d'1 an et demi, j'ai fait mon premier emprunt, mais parce que j'étais sur un métier qui est très, enfin, qui est identifiable pour nous Ouais. à Paris, un consultant, alors peu importe ce qu'on met derrière, informatique, data machin, enfin peu importe, consultant, ils connaissent. Voilà, ils voient qu'il y a tous les mois de la facturation Il y a de la et donc récurrence. ouais, c'est récurrent, c'est des bons niveaux de facturation. Voilà, ils Et voient ta déclaration de revenus, ils se posent pas de questions. le gap là sur la partie salariat freelance, tu multiplies par combien grosso modo ton salaire? En équivalent salaire, je pense que j'étais passé à plus de 10 000 € Ah, c'est génial, mortel. une Ouais, donc fois. là, En il y a fait, pas je photo. pense que je facturais, les mois, c'était, ça dépendait des mois, mais un mois full, ouais, ça devait être entre 20. Je pense que en fin de quand j'ai arrêté, je pense que je montais à 30 000 par mois de facturation, quand je me démerdais bien sur des journées de formation, par exemple. OK. Une journée de Hem, formation, tu facturais ça combien par exemple? oh, ça peut être 1 500 € la journée, hein. Ouais, c'est pas étonnant, OK. Non, non, mais mortel, ouais. Et voilà, et puis après, par contre, c'est dur de faire du volume, mais puis c'est un peu épuisant aussi. Mais ouais, quand dans un mois, tu arrives à faire, tu vois, 5 jours ou 8 jours de formation à 1 500, bah ouais, c'est voilà. Oui, oui, bon Plus alors, après, voilà. pour les auditeurs qui sont pas habitués avec la partie entrepreneuriale et charge, et charge, donc là, on parle de facturation, donc de chiffre d'affaires à rentrer. Oui. Derrière, entre les différents, l'imposition, t'étais sous quel statut d'ailleurs? J'étais en EURL OK. à l'époque, puis je suis passé après en SASU, je crois, si je dis pas de OK. bêtises. Donc il y a quand même une très forte partie d'imposition qui arrive derrière, donc c'est pas l'argent qu'on se met in fine dans la poche, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je disais en équivalent, voilà, après le racket, de l'URSSAF, du RSI, tous ces incompétents là, de trucs. Ouais. Attends, moi, il y a un truc qui m'a fait péter les plombs, c'est quand j'ai quand même, voilà, tous les TNS le savent, c'est quand Ouais. tu te rends compte que tu payes ton assurance santé, elle est proportionnelle à tes revenus. C'est une Alors que tu vas pas assurance. être plus malade parce que Et en plus, tu quand tu bosses en freelance, enfin, les freelances le savent, tu es jamais malade. Ou alors si tu es malade, c'est que tu es ouais, au proche fond de du la ouais, fin, mais tu es ouais, jamais ouais. malade, tu t'arrêtes Tu peux pas jamais. te permettre. Ouais, ouais, ouais. Donc, enfin voilà, ça fait partie des trucs, des petites aberrations. Mais bon. Donc du coup, voilà, en équivalent salaire, c'était, ouais, je pense de l'ordre de 10 000 € quoi. OK. Donc ouais, donc là, je peux comprendre qu'un organisme bancaire n'ait pas trop de 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 frein, à pouvoir prêter en effet sur des niveaux de Oui, rémunération comme c'est ça, ouais. c'est ce que j'explique tout le temps, c'est que auto-entrepreneur ou en fait, les gens s'imaginent tout le temps qu'en dehors du CDI, il n'y a rien d'autre, mais en fait, il y a une variété très impressionnante de statuts, de positions en fonction du job que tu as, de ton activité, etc., de l'antériorité. Parce qu'effectivement, même pour un simple auto-entrepreneur, entre guillemets, ou micropreneur, un gars qui est, je sais pas, qui fait du montage vidéo, tu vois, qui est expérimenté, Mmh. qui, tu vois, va facturer du 2 000 à 3 000 € par mois, tu vois, ça a bien tourné. Il y a un gars qui est auto-entrepreneur, qui essaie de monter un e-shop et puis qui galère à vendre des Ah trucs oui, 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 oui. et qui fait 500 € de chiffre d'affaires par mois, ça n'a rien à voir, tu vois. Non. La banque va pas du tout les approcher de la même manière, les deux profils. Donc, Non, non, j'imagine bien. Donc du coup, si on va basculer un petit peu, je pense, sur la partie IMO, ces niveaux de rémunération te permettent de lever de la dette. Tu démarres par quoi? C'est quoi tes aspirations ou ta vision? Alors on entend ma piote derrière qui
au rez-de-chaussée qui exprime toute sa joie de passer le mercredi avec sa maman. C'est quoi du coup ta vision, par quoi tu démarres? C'est quoi tout ça? Ben, je démarre, alors, si tu veux, moi, pour redonner un peu de contexte, donc ça, moi, je démarre en 2011 dans l'immobilier. Et 2011, on était déjà, partout, tu disais que l'immobilier était trop cher, que c'était une bulle, que ça allait éclater, que ceci, que cela. On avait passé à 2008, Mmh. 2009, avec les subprimes. Donc, c'était surtout américain, ça a été secoué. Ici, on a quand même été moins touché, mais tu avais quand même un contexte, voilà, pas simple. Il y a eu une baisse. Moi, je me souviens, mon premier appart, je l'avais acheté pareil en 2010 à 21 ans. Et les vendeurs de l'époque avaient fait une moins-value de 40 000 balles, je crois, en 5 ans. Il avait acheté, ouais, c'est ça, 2005, 2008 arrive, 2010 j'achète. Et c'était passé de 130 ou 140 où il avait payé net vendeur et je l'avais racheté 90, quoi. Donc, Ouais. il y avait eu des petits échos quand même du marché américain. Ouais. Ouais, il y a, mais ça a été sans commune mesure avec ce qui s'est passé là-bas, quoi. Et donc, du coup, 2011, je me dis, bon, c'est peut-être, voilà, ça commence à être le bon moment, je pense, pour s'y intéresser. Malgré tout, hein, malgré tout ce que Tout je ce qu'on pouvais entend, ouais. lire, entendre, qui était négatif sur l'immobilier, des gens qui publiaient des analyses hyper sourcées, chiffrées, avec des modèles, des projections qui te démontraient par A plus B que c'était trop cher, que ça allait cracher, que ça allait ceci, que Mm. ça allait cela. Donc j'avais écouté, qui m'avait fait perdre plusieurs années. Puis là, je me suis dit, bon, faut faire, et puis on va Allez, voir mon un peu ce que grand, ça c'est le donne. moment. Ouais, voilà. Donc on va faire un truc. Et donc en fait, je fais un truc. Donc je fais un premier investissement à Lyon avec une boîte qui en clé en main, tu sais, hein, donc qui Ok. m'a aidé à Ça trouver. existait déjà à l'époque. Ok. Ça existait déjà à l'époque, c'était les premiers. Et donc ils trouvent donc c'est un plateau, tu sais, d'un marchand de biens Ouais. qui vendait un immeuble. À la découpe, ouais. Et il fallait construire l'appart, donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Moi, ça me plaisait pas mal de dire, on conçoit un appartement Page blanche. bien fait depuis le départ, dans un immeuble bien placé, voilà, dans le centre de Lyon et tout, donc c'est cool. Et voilà, donc ça c'était le tout premier projet. Et là, en fait, je cherchais juste un autofinancement, je cherchais pas, tu vois, plus que ça, en me Ouais. disant autofinancement avec un truc entièrement délégué, c'est bien. Oh, carrément. Oui, 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 oui. C'est pas le cas de Et la voilà. plupart de mes projets. Il y a souvent de l'effort d'épargne sur les projets clients, hors optimisation de stratégie. Tu te souviens du prix du foncier à l'époque à Lyon? Non. Le projet tout compris, je crois qu'il m'est revenu à 100, entre 100 et 110. Ça m'est Pour quelle revenu pour. superficie? C'est 25 mètres carrés, je crois. Ok. Pour avoir un collègue à moi, enfin un ex-collègue lyonnais, euh, là je pense que ton marché, là, je sais pas si tu as arbitré ce bien depuis, peut-être, sans doute. Non, 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 non. Tu l'as toujours? Non, non là, ouais, j'ai toujours le. Je l'avais fait estimer il y a 1 ou 2 ans. Je crois il était estimé à 150 ou 160. Ah ouais, je pensais que ça aurait pris plus que ça. Non, 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 non. Bon, Alors on après, est quand même sur un 40%, hein, donc, ouais, bon, voilà. Donc, ok, donc ouais, tout ça pour dire que le fond de ma pensée, c'était que plus tôt vous investissez, le plus vous profitez de la ah ben montée ça. du marché de l'immobilier, hein. Donc je te laisse dérouler après. Ouais, ouais, non, mais oui, non, mais bien sûr, ça. Voilà, donc c'était un petit peu l'approche avec ça, en se disant, voilà, on va faire. Et en fait, du coup, ça se passe plutôt bien. Assez simple, puisque du coup j'étais pas mal épaulé. Et par contre, la partie très compliquée, c'était le financement. Alors non pas que la banque, que ça a été compliqué de trouver une banque. C'est juste que comme moi, je ne savais pas faire parce que c'était la première fois, et que en face de moi, ma conseillère, elle savait pas faire non plus. En fait, on s'est galéré, mais comme des blaireaux. Je crois que j'ai mis 8 mois pour avoir mon financement, quoi. Ok. Ça a été une tannée, quoi. Elle débutait peut-être aussi, tu vois. Ah, elle débutait, non, mais elle débutait complètement. Elle débutait, c'était une jeune, tu vois, conseiller grand public. Je pense Ouais, elle a pris son poste il n'y a pas longtemps et elle essayait de bien faire, mais tu voyais que ça pataugeait, quoi. sur le moment, je me rendais pas trop compte. Enfin, sauf quand elle a composé, sauf quand je vérifiais ses calculs et je voyais qu'elle oubliait les loyers, je voyais qu'elle oubliait des trucs, tu vois. Euh, mais avec le recul, j'ai vu
enfin, ça m'a évidemment beaucoup appris et j'ai vu toutes les erreurs qu'elle avait fait, même dans sa manière de traiter avec sa hiérarchie Ouais. sur le dossier. Et donc, on a perdu beaucoup de temps. On a décalé les signatures, donc c'était un peu stressant. Ça a été voilà euh, un peu un peu Ouais. relou quoi finalement tu vois de boucler cette première opération sur la partie financement, mais tout le reste s'est bien passé. OK. Et donc c'est un truc, du coup qui roule. Qu'est-ce qui te donne envie d'enchaîner? Ben ça me donne pas envie d'enchaîner en fait, hein, parce que Ouais, tu vois, je ben me suis dit, c'est pour ça que quand on a des ouais un peu non, donc en fait j'ai refait un autre investissement 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, j'ai acheté donc 3 ans plus tard j'ai acheté un immeuble puisque je ouais, m'étais dit bon quitte à me faire chier pour le financement, autant on faire va du acheter volume. un ouais on va acheter un immeuble parce que pour des budgets pas forcément beaucoup plus élevés, tu vois, enfin, moins de 300 000 euros, tu as des immeubles, hein, donc Ouais, carrément. Oui, oui. sans forcément partir sur. Parce que quand on dit immeuble, les gens s'imaginent des très gros Des budgets tout le temps. gratte-ciel, ouais, ouais. C'est pas le cas. Et donc je me dis bon, voilà, quitte à s'emmerder, on va essayer d'acheter plusieurs apparts d'un coup parce que euh, si je prenais mon taux horaire, évidemment, ça n'avait aucun intérêt de passer des heures sur un financement pour acheter un OK. appartement à 100 000 balles. Quoi, voilà. Donc il fallait déployer. Et puis il y avait une question de dire ok, je voyais comment ça marchait désormais. Et l'idée, c'était d'élaborer un plan plus global en se disant, ben voilà, maintenant, je vais pouvoir acquérir davantage d'appartements et me constituer un patrimoine Donc immobilier, sachant que la vision au départ, c'était juste de me dire, donc, quand on est freelance, on peut potentiellement bien gagner sa vie, mais à la retraite, il y a oui, il y a des plus rien. cotes Mmh. assez importantes. Donc, Mmh. des cotes de 60% à peu près. Et Voilà. qu'est-ce qui, durant ces 3 ans, a comment dire, a évolué dans ta pensée? C'est des lectures, ce sont des rencontres, ce sont des formations? Parce qu'entre l'idée de se dire, «Je fais un placement, sécure, à Lyon», comme moi j'ai pu le faire au centre-ville de Rennes à l'époque et c'était juste la réflexion, hein, tu vois, de placer de la enfin moi c'était ma RP en l'occurrence, mais voilà, j'attaque du plus gros, un immeuble sur le deuxième projet, c'est exactement ce que j'ai fait aussi. C'était quoi tu vois, le gap dans la tête parce que déjà le mot immeuble, tout le monde ne le, IDR, enfin tu vois, tout le monde ne le connaît pas, mais aujourd'hui beaucoup plus, mais à l'époque 2013-2014, je pense qu'il n'y avait pas grand monde à être positionné sur ce marché-là, Ouais. beaucoup moins du moins. Pourquoi tu vas là-dessus? Bah parce que, comme tu dis, Lyon, c'était une optique de me dire centre-ville, c'est rassurant, voilà, emplacement, etc. Mais autofinancement. Et donc, je m'étais dit, euh, voilà, je regardais sur ce qui se passe à Lyon, bah, qu'est-ce qui peut poser problème, même si j'avais très bien acheté là-dessus. Bah, je me dis, si tu prends des charges de copro importantes, si tu ne peux pas décider, tu as quand même Ok. ce truc de, tu vois, à un moment donné, il y a des travaux qui doivent être faits, bah, Ah on te bah demande oui, de oui, t'as payer. pas le choix, ouais. Donc, euh, donc je me dis, ok, donc faut aller chercher un peu plus de rentabilité. Et en fait, tu te rends compte que si tu peux acheter, avoir la monopropriété, hein, comme on dit, sur un bien, tu n'as pas tous ces aspects de copropriété à gérer. Tu as des frais en moins, tu T'es libre, tout simplement. Ouais, évites ouais. beaucoup de problèmes potentiels avec des syndics plus ou moins honnêtes, avec de la surfacturation, avec tout un tas de pratiques. Voilà. Ok. Donc je me dis, partir sur un truc comme ça, tu contrôles ton actif, c'est à toi, tu fais ce que tu veux avec, presque, voilà, entre guillemets, hein, mais tu es beaucoup plus libre dans la gestion de ton bien. Euh, et en fait, je cherchais, tu vois, je cherchais sur Internet, je regardais ce qui existait en immeuble de rapport dans les autres types de biens. Mhm. Euh, et bon, c'est vrai que ça reste quand même rassurant de rester sur de l'habitation. Euh, mais tu vois, c'est à refaire. Je pense que j'achèterais des locaux commerciaux à la place Ouais, directement. ouais, ouais, ouais. Mais je réfléchis également à ça, Alors ouais, ok. je pense que tu vois, 2014, là, il aurait été quasiment remboursé parce que ça se fait sur 15 ans. Tu aurais remboursé les 2 tiers d'un local, ça aurait été mieux qu'un immeuble Hmm. d'habitation où Surtout il y a moins plein de. chronophage, je pense. Oui, c'est ça, c'est moins chronophage, voilà. Puis l'habitation, voilà, il y a des gens dedans, voilà. Donc c'est plus compliqué à gérer. Mais Ouais. donc voilà, en tout cas, la logique derrière, pour moi, c'était de me dire, il faut dérouler à plus grande échelle, aller plus vite,
Et l'immeuble, ça va être, je pense, Ok. mon support préféré. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu as une quarantaine de lots, si je dis pas de bêtises. Ouais. Dans cet ordre d'idées-là. Ton rythme de croisière, si tu dis, ça fait quasiment 10 ans, ça fait 4 par an au final, enfin 4 appart, 4 lots en plus par an, ce qui reste en fait, c'est ça que j'aime en fait, c'est que on peut prendre le chiffre, tu dis 40, tu fais waouh, c'est énorme. Et en fait, oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup de soucis, beaucoup de gestion. Tu vois, moi aujourd'hui, on est à 13 avec ma femme, j'ai 35 ans, mais je me dis, dans 8 ans potentiellement, si je suis sur un rythme de croisière de 3 lots, 4 lots par an, ben, ça monte en fait sans s'en rendre Ben compte, et oui, c'est oui, ça qui est oui. magnifique. Euh, donc petit à petit, pierre après pierre, en fait, on arrive en fait faut avoir la volonté, hein, toujours, mais à croître. T'exploites tout en quel régime d'exploitation t'as choisi? Est-ce que t'es sur, j'imagine t'es au taquet du LMNP, t'as dû basculer en société, t'as sans doute Alors, une holding ouais. au-dessus. Enfin, c'est quoi un petit peu maintenant tu t'es structuré, j'imagine, avec le temps. Euh, Comment Il y t'as a, bâti tout ça? ouais, il y a un peu tout ça. Il y a un peu tout ça. Donc, dans le sens où j'ai quelques biens en nom propre qui sont en meublé. J'ai la majorité des biens qui sont dans des SCI. Mhm. Il y a effectivement une holding au-dessus. Et puis, dans les biens que j'exploite, il y a à peu près la moitié de mon parc qui est en location nue. Ok. J'ai un peu de location meublée. J'ai quelques colocations et du Airbnb aussi. Voilà. Donc, je fais Tu pas touches mal à de tout. choses. Ouais. Ok. Et puis, j'ai des locaux commerciaux qui sont voilà, en classique. Donc c'est assez diversifié, si tu veux, dans les modes d'exploitation et dans la structuration. Mais oui, et c'est essentiellement de la SCLIS, Ok. essentiellement, plus la partie non propre. Voilà. Ok. Dans toutes ces stratégies, je fais à peu près tout et je touche du bois, mais il y a normalement un compromis qui devrait se signer sur un immeuble avec un local commercial en dessous. Donc, je vais découvrir cette partie professionnelle, entre guillemets, enfin, louer à des professionnels. Est-ce que tu as quelque chose que tu chéris un peu plus que d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel ton retour d'expérience n'est pas incroyable? Ou alors tu te dis, ouais, ça c'est un peu la poule aux œufs d'or. C'est quoi un peu ta vision? Alors ça dépend ce que tu cherches, c'est toujours pareil, hein. Pour moi, dans ma recherche de tranquillité, le local commercial, pour moi, c'est l'idéal. Ouais. Euh, voilà, je pense qu'il faut faire, pour les gens qui nous écoutent, il faut faire attention. Il y a un facteur que je pense souvent on oublie, c'est que plus on achète petit, plus il va y avoir une rotation importante de locataires. Et en fait, la rotation de locataires, c'est du travail à chaque fois. Ah oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens sont étonnés quand je dis que je fais beaucoup de location nue. Mais en location nue, j'ai des gens qui sont là depuis 8 ans, 10 ans Ah dans bah oui. l'appartement, quoi. Donc, les gens restent, ils s'installent. Donc, paradoxalement, plus on rend difficile le fait de s'installer, c'est-à-dire en ne fournissant aucun meuble, Bien sûr, en je suis entièrement n'ouvrant d'accord, ouais. aucun contrat, la personne doit tout faire elle-même. Quand elle a fait tout ce travail, Elle elle a vient pas pas envie pour de six ouais, ouais, mois, ouais. sauf si elle a un gros problème, mais elle vient pas pour 6 mois. Je suis Et elle vient d'accord. pas pour un an. Parce que Mmh. rien que l'idée pour elle de changer d'appart, déménager, etc. Voilà. Donc, faut penser à ça. Donc, tu vois, j'ai un immeuble avec beaucoup de petits apparts étudiants. Et ben là, ça tourne pas mal, quoi. Là, ça tourne pas mal. Donc, ça demande un peu plus de travail. Et, euh, et donc, lui, tu vois, par exemple, c'est un bien où je pense que je vais le reconfigurer, en fait. Je pense que je vais réunir les apparts pour faire des petits 30 mètres carrés ou des trucs comme ça, des petits OK. T2. Euh, je pense que c'est un immeuble, à un moment donné, je vais le. Est-ce que tu as déjà arbitré, des biens? Non, 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 non. Non? OK. Moi, bah, tu vois, si on en revient à cet appart-là de 2010 que j'ai revendu en 2021, bah, j'ai profité en fait du coup de la hausse. Là, on était vraiment post-Covid, le marché pleine balle, et j'ai, tu vois, ouais, acheté 90 net vendeurs, revendu 190 net vendeurs, et en fait, bon, cet argent-là, je l'ai remis dans ma RP parce que voilà, on avait cette envie avec ma femme d'acheter notre maison. Mais en fait, ce gap, en fait, il est fêlé d'avoir sur son Ouais. compte, j'ai reçu, je sais plus, 135 ou je sais plus. Tu vois le chiffre, tu dis,
C'est à moi ça? Est-ce que c'est vrai? Tu vois, en fait, l'arbitrage, je pensais que tu avais déjà arbitré du coup, mais il est assez fêlé de se dire que le temps, en fait, c'est magique avec l'immobilier. Et je pense que cette nouvelle génération d'investisseurs, alors je me sens pas vieux encore comme investisseur, mais fantasme un petit peu sur le contexte économique ou du moins bancaire qu'il y a eu il y a les 3-4 dernières années avec des taux très bas et avec du coup la partie cash flow qui est une partie anormale quand même de l'immobilier. Hein. Il y a eu une fenêtre de tir incroyable, donc tant mieux pour ceux qui en ont profité. Mais la vraie richesse de l'immobilier, elle va résider dans les années qui s'écoulent et dans la capitalisation qui est invisible. Mm. On s'en rend pas compte. Moi, tu vois, j'ai fait il y a 2 semaines de ça, j'ai posé les chiffres sur un tableur, enfin, depuis le temps que je voulais faire ça. Et à l'année, avec ma femme, on va capitaliser entre, je crois que c'est 42 000 euros, un truc comme ça, tu vois. Donc, je pose le truc, je fais, ah ouais, ça commence, et pourtant on a que 13 lots, c'est pas énorme. Ouais, mais Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est euh, c'est une manière de t'enrichir de manière inévitable en fait. ouais, mais c'est bien dit, Euh, ouais. Tu vois, souvent on dit l'épargne forcée, la résidence principale, c'est une épargne forcée. Oui, certes, mais c'est aussi bien de le faire avec un investissement. Oui, ah bah Mais oui, c'est, c'est tout à fait ça. L'immobilier, c'est lent. Hein, faut pas. C'est vrai que des fois, il y a des messages plus sur le côté marketing où voilà, on a l'impression que tout se fait très rapidement très dans l'immobilier. vite, ouais. L'immobilier, c'est lent. Hein. C'est lent. C'est un jeu de temps. Euh, Moi, c'est aussi dans cette démarche-là que je l'ai fait en me disant, au pire, imagine, il y a une année, tu fais rien. Tu veux prendre une année sabbatique, tu fais rien. Mais pendant un an, tu capitalises. Bien sûr, mais c'est Tu n'auras sûr. pas rien à gagner, en fait. Tu vois, c'est ça Non, qui est c'est la rigolo. magie. Ouais. Euh, donc, Euh, J'avais une question intéressante parce que je suis en plein dedans et c'est un sujet qui m'emmerde clairement. On en parlait un peu tout à l'heure, la gestion locative. Aujourd'hui, comment tu procèdes? Est-ce que tu délègues à des agences? Est-ce que tu as, surtout pas. surtout pas, voilà, ok, Surtout pas. on est bien d'accord. Est-ce que tu gères toi-même? Est-ce que tu arrives à mettre en place des process dans les villes où tu as les biens, où tu as peut-être quelqu'un qui va t'effectuer les visites et toi tu fais en amont les baux, etc. C'est quoi ta façon de travailler? Ouais, donc je gère moi-même. J'ai un gestionnaire sur place qui Ok, fait les visites, les états des lieux. Et en fait, moi, je m'occupe des contrats et de tout le reste. ok. Donc, une répartition comme ça des rôles qui marche bien, globalement. OK, Et bah, je suis au même niveau de réflexion. C'est ce que j'essaye de mettre en place. Après, toi, ton parc, il est assez centralisé autour du même secteur? j'ai fait, alors ouais, j'ai un peu des biens à Lyon, mais j'ai fait en sorte que le reste soit dans un rayon de 30 minutes. Ouais, donc c'est bien. Euh, OK. Ce qui fait que je peux avoir facilement ouais, des gens qui s'en occupent et qui vivent dans le coin et qui peuvent naviguer de l'un à l'autre. Donc ouais, c'était un des aspects dans mon approche de me dire je veux concentrer OK. pour gérer même, tu vois, si c'est plus simple pour plein d'aspects. Tu connais les artisans, tu connais Bien sûr. Tu mutualises les les. locataires, Ouais, il ouais. y en a qui reviennent, voilà, enfin tout est plus simple. Ça t'évite de OK. refaire le. OK. Donc ouais, non, non, ça confirme un peu le fond de ma pensée, donc mortel. Euh, Si on prend une petite boule de cristal et on terminera sur la partie immobilière, comment tu vois la tendance à venir là sur les prochains mois sur l'immobilier? Ça c'est un exercice compliqué. Ouais, Ouais, il est assez probable qu'il y ait des tensions encore et qu'il y ait de la baisse de certains prix à certains endroits, bien sûr, parce que les taux ont quand même beaucoup monté. ouais, Mais j'ai quand même le sentiment que les prix résistent énormément. ouais, je suis d'accord. C'est C'est phénoménal. Euh, Parce Moi que c'est une je valeur. pensais que ça se battrait plus la gueule, hein, clairement, vu que c'est Ouais, ouais, non, mais ouais, non, là-dessus, moi, je pensais bien que ça allait résister. Il y a un côté valeur refuge. Il y a un côté, faut pas oublier que en vrai, entre l'assurance vie et le cash, les gens ont beaucoup de cash en fait. Hein. Donc, quand tu arbitres ton cash, en général, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils le mettent dans l'immobilier.
C'est vrai. Donc il y a un côté soutien et puis les gens empruntaient à taux fixe, hein. Donc il y a pas, la majorité du marché n'est pas, obligée de vendre parce que les taux montent, hein. Mmh. C'est Donc pas il le y a eu cas tu es au Portugal toi? je suis au Heu, Portugal, ouais. ça marche comment le système bancaire là-bas pour l'emprunt? C'est assez différent. Le standard, c'est plutôt le taux variable. OK, Tu as du taux fixe, hein, mais le standard, c'est plutôt le taux variable et sur des durées très longues. Tu peux avoir un emprunt sur 40 ans, sans problème. OK, OK. Dernière partie IMO, la question vient de me venir. Tu fais du marchand un peu ou pas? Ouais. OK. C'est quelque chose que tu as démarré, il y a combien de temps? Tu y vois quoi comme avantage et quoi comme inconvénient? Ça fait 1 an qu'on a démarré. L'avantage, c'est de faire un truc différent, tu Mmh. vois? Donc d'apprendre. Pour moi, c'est, tu vois, d'apprendre, Mmh. de se dire, on 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 faudrait que évolue j'apprenne toujours. sur un secteur différent puisque là, on fait de la division de terrain, on fait, tu vois, des choses comme ça. Et puis les inconvénients, c'est que selon comment tu t'y prends, il faut mobiliser du cash. Donc Mmh. voilà, ça c'est toujours un peu l'inconvénient. Euh, mais après, ça dépend des opérations. Mais tu vois, là, on a fait une opération où on a rénové une maison. Là, quand tu rénoves une maison, on s'est dit, j'ai pris du financement pour une partie, mais pas pour tout. Donc le reste, on l'a fait en cash pour dire on va avancer plus vite, on va minimiser les frais bancaires. Et puis, mais ça mobilise pas mal de cash. Oui. Euh, Et ça, tu voilà. arrives à le faire à distance, en France? Enfin, toi, tu vis au Ouais. Portugal, tu investis en France. Quand tu as dit «on» tout à l'heure sur cette opération de marchand et j'ai oublié de te poser la question sur la partie SCI. Tu es associé du coup à d'autres personnes sur les SCI ou alors tu t'es associé à toi-même avec ta holding, je sais pas. Je suis Heu, associé avec moi-même. Ouais, ouais. Non, pour la partie marchand, j'ai un associé qui est sur place, qui OK, pilote les opérations terrain, OK, évidemment. OK. Euh, donc on est Donc deux il y a là-dessus. une association peut-être, complémentaire dans la mesure où il y a quelqu'un qui fait l'opérationnel et toi tu vas peut-être faire plus la partie banque peut-être ou pas? Ouais, exact. Non, mais c'est tout à fait ça, hein, c'est tout Ouais, à fait ça. Il y a une répartition comme ça qui marche bien souvent. Donc là, c'est le cas. OK, mortel. Ouais, très bien. C'est un peu l'idée que j'en avais moi, je démarre le marchand aussi, là on a une opération en cours, tu vois, je me suis associé avec l'artisan, avec lequel, enfin qui pilote les travaux de mes investisseurs finalement. On s'entend très bien et puis, on est très complémentaires. Moi, la partie chasse, j'ai plein d'opérations qui m'arrivent, qui me sont présentées tout le temps, et donc en l'occurrence, c'est un partenaire très, complémentaire. Donc, Ouais. Et ça, c'est bien, hein. très important d'aller chercher de la complémentarité et c'est vrai que, tu vois, pour cette opération, alors on a eu, une situation bancaire, rocambolesque. Finalement, on était hors délai, du possible, ça a été prorogé une fois et on était hors délai, hors délai, hors délai parce que la banque initiale nous a fait faux bond et bref, on a fait de la merde, bref. Et on a tout financé en fonds propres avec de la love money. Enfin, c'est pas du fonds Ah propre, ouais. mais c'est ouais. On a fait appel en fait, on avait dans notre entourage des gens qui étaient capables de mettre, l'argent sur la table donc il y avait quand même 150 000 € à poser. Euh, mais du coup, voilà, on a fait un contrat chez le notaire et en allant cherchant de la love money, on a pu euh, signer le bien et là, c'est en cours de travaux. Mais ouais, ouais, pas facile des fois de trouver le financement. Surtout sur du début en fait. On se rend compte que nous, le discours qu'on a eu, c'est c'est quoi votre expérience? Alors moi, j'avais beau leur dire que ça faisait, enfin voilà, que j'avais fait quand même près de 10 millions d'investissements pour mes clients, pour voilà. Et en fait, ils voulaient pas savoir. C'était et vous-même à titre personnel, vous avez fait du marchand? Ah non, justement, je viens vous voir pour démarrer. Mais ça, ça avait du mal à le comprendre, tu vois. Ah ouais. Donc Non, non, moi j'ai pas eu ce problème-là parce que ma banque m'a suivi directement sur l'activité de marchand. Mais après, il y a une histoire de région. Comme c'est pas dans la même région, il y avait des plafonds, donc oui, c'est ça qui a été un élément important. Mais ils m'ont suivi tout de suite, hein. Ça a été super simple, hein, d'avoir le financement, donc ça c'est bien. ça aide. Euh, C'est des soucis en moins ouais, bien sûr, quand ça c'est roule. ça, c'est ça. C'est un frein en moins, ouais. Mais voilà, je voulais pas utiliser ce levier à fond non plus parce que l'idée c'est de préserver la marge aussi. Donc voilà, on va voir. Faut qu'on regarde ce que ça donne les débouclages des premières opérations dans un marché un peu Exactement. particulier. Mais bon, Ouais. on est sur une bonne zone, on a bien acheté. Toujours, Donc voilà, toujours bien acheter. C'est le maître mot de toute façon de l'immobilier, hein. Une affaire, ça se fait à l'achat.
Ça, c'est clair Ouais. et net. Mais ouais, mais en tout cas, voilà, c'est une nouvelle branche. J'avais déjà fait du marchand à Lisbonne, mais là, j'étais plus dans la posture de l'investisseur. Donc, on s'est réunis à quelques investisseurs, puis on a fait plusieurs opérations d'achat, rénovation, revente. Euh, et voilà, donc là, Ok, mais cette partie-là est en France, ouais. ok. Je voulais qu'on aborde un petit peu le sujet de la bourse également. T'es investisseur boursier, ça fait partie alors si je remonte un petit peu sur les notes que je m'étais prises, tu vois, je voulais un peu qu'on parle des différents piliers de l'indépendance financière. L'immobilier aujourd'hui en est une grosse partie et c'est ce qui permet, je trouve, au commun des mortels issus d'un milieu social classique de pouvoir, je pense, en faisant bien les choses, s'élever Ouais. via l'emprunt. La bourse, c'est complètement différent. Il faut du cash pour pouvoir démarrer et mettre de l'eau dans la rivière finalement, à son moulin. Euh, tu as démarré il y a combien de temps? C'était quoi ta stratégie? Voilà, enveloppe fiscale, etc. Tout ça, dans les grandes lignes. Ouais, ok, dans les grandes lignes. Donc, pour moi, les trois piliers se complètent. Et donc, vu que l'idée a été de mettre peu, voire pas d'argent dans l'immobilier, parce qu'on le fait avec la Mmh. banque, le cash que j'ai, je le mets plutôt en bourse, je le fais Mmh. travailler. Et puis l'idée, donc, parce que la bourse, il y a plein de métiers dans la bourse. C'est pas du tout une approche de trading dont je parle et que je pratique. C'est un métier à part entière. Mmh. Moi, je suis sur une approche d'investissement long terme, donc dividendes, ETF, mais surtout ETF, et donc un portefeuille long terme. Donc, utiliser autant que possible le PEA, voilà, la Au note du maximum. PEA, mais ça Ouais. se fait beaucoup sur des comptes titres en Bah, complément. maintenant que t'es expat, t'as plus trop le choix de toute façon. Non, non, tu peux garder un PEA hein, quand tu es expat. Ok. Alors c'est Tu peux peut-être le à faire. l'ouverture où il faut être résident fiscal. Oui, Ok, exactement. c'est à l'ouverture. Euh, Ok, autant pour moi. voilà, tu peux garder les deux. Donc, c'est les deux outils principaux Ok. qu'il faut utiliser. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir, de pouvoir capitaliser, en fait, tout bêtement, hein, sur. En fait, quand tu prends un ETF, tu prends pas beaucoup de décisions en réalité, Non. puisque tu vas juste choisir ton ETF Ouais. et après, tu investis dessus et tu laisses capitaliser. Moi, je fais ça. Il y a deux aspects. C'est qu'il y a un côté où le côté financier est très simple à gérer puisque ça se fait depuis un ordinateur Bien sûr. et donc ça, c'est simple. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que je suis quand même beaucoup exposé à l'immobilier. Donc, je me dis, c'est quand même bien De d'avoir sécuriser ailleurs, ouais. une autre exposition sur les marchés financiers à autre chose que de l'immobilier, quoi. Ok. Moi, j'ai tendance à beaucoup aimer l'immobilier. Donc, voilà, on a parlé d'immobilier physique, j'ai des SCPI, j'ai de l'immobilier en bourse, hein, j'ai de l'immobilier sous plein de formes parce que j'aime bien Ouais. ça. C'est quelque chose que je comprends et donc, voilà, j'ai Très tendance palpable, ouais. à le préférer. Mais j'essaie de m'exposer aussi à la partie finance, quoi. Voilà. Et t'as démarré ta stratégie boursière par les ETF directement ou plus par les actions dividendes? Alors, par quoi j'ai démarré Je pense que enfin, pour moi, les deux Tous, sont liés. ouais. Je ne saurais même pas dire. Je pense que j'ai dû commencer par des actions, probablement. Mais déjà, je pense en 2011-2012, je vais avoir déjà un portefeuille avec des ETF, il me semble, hein. Ok. Ouais, ok. Si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Mais en fait, ce qui est très intéressant avec la bourse, c'est que les gens souvent viennent me voir en me demandant qu'est-ce qu'il y a en bourse aujourd'hui, comme si ça changeait toutes les semaines. Tu sais qu'il fallait Eh de la oui. nouveauté. Les gens Mm. sont dans un truc de chercher tout le temps le dernier truc qui marche, la nouveauté. Oui. Je suis Et d'accord. je leur dis, mais moi, je fais la même chose depuis 10 ans, en fait, hein. Bah, en fait, voilà, c'est ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la bourse, entre guillemets, c'est chiant. Enfin, ça demande une réflexion initiale, on va dire, dans la sélection de ton ETF ou de ton action à dividende, si c'est cette stratégie-là. Mais après, en fait, c'est assez répétitif. Hein. Ah Si oui, en mode long tu, terme, bah ah oui, bah, le fameux DCA, X euros tous les mois sur telle action, avec bah un oui. rééquilibrage. Waouh, j'ai rééquilibré le portefeuille ce mois-ci, attention. Mais mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est quelque chose qui reste peu chronophage. Moi, je suis abonné
à un magazine, tu vois, je sais pas s'il s'est reçu au Ah oui. Portugal, mais magazine Investir qui me, alors c'est beaucoup PEA, mais moi aujourd'hui c'est ce que je privilégie. Et en fait, voilà, je dis ça me prend un quart d'heure par semaine. Je suis au courant des actualités et en fonction, s'il y a des fenêtres de tir et tout, c'est tout. Et en Ouais. vrai, et depuis que je fais ça, depuis le début, mon portefeuille s'en Ah mais porte très bien, moi je vois que les gens ça leur va pas en fait, hein. mais Les ça leur gens va pas. ils veulent la dernière astuce du moment, le dernier tips du moment, ils veulent vraiment la nouveauté. Ils veulent être sûrs d'avoir un truc nouveau qui marche bien au moment Qui va où vite. il va vite et voilà. Sauf que c'est tout l'inverse. Justement, c'est pas une approche trading, c'est pas une approche où il faut Non. regarder tous les jours, c'est pas une approche où il faut changer de stratégie en fonction du marché. On n'est pas du tout là-dessus. Ouais. Donc, Euh, on a balayé pas mal de sujets. Moi, j'ai une question. Euh, alors, au final, quand je l'ai écrite, je pense avoir la réponse aujourd'hui. Mais ton game changer dans ton ascension financière, pour toi, ça a été quoi? ça a été d'entreprendre hein, pour moi. Hein. Vraiment, entreprendre, ça a été ce qui m'a permis de me libérer du temps, tu vois, par rapport à mon métier de freelance. Ok. Euh, Donc, donc, et pour toi, tu mets du coup la partie freelance en dehors de l'entrepreneuriat. ouais, parce que Entreprendre, ça va être. freelance, c'est, voilà, ça dépend ce qu'on veut dire par entreprendre, mais pour moi, tu vois, freelance, c'est une forme allégée d'entrepreneuriat, quoi. Ok. Donc la C'est partie entrepreneuriale, ça va être ce que tu as mis en place avec les différents réseaux, la partie web finalement. Ouais, voilà, la partie web, toutes les parties où en fait ce n'est pas de la prestation. Ok. Le freelancing, c'est de la prestation. Et quand tu fais de la prestation, oui, bien sûr, tu es à ton compte, mais tu n'es pas entrepreneur en tant que tel. Ok. Donc là, finalement, si on en revient un petit peu à la réflexion du début, c'était la part où tu me disais lire des livres sur la partie dissociation du temps. Ouais, Euh, c'est ça finalement le game changer, c'est de pouvoir scaler sur des produits numériques, des produits physiques, de la formation. C'est tout exactement. l'entrepreneuriat web qui existe depuis près d'une petite dizaine d'années, on va dire. C'est ça pour toi aujourd'hui le vrai gap, enfin, Ah ce bah qui t'a fait oui, gapper. Ouais. ça, c'est génial puisque tu te rends compte que tu peux travailler d'où tu veux, tu peux mettre en place des systèmes automatisés pour faire plein de choses que tu n'as plus à faire. L'idée, c'est de ne rien faire de répétitif, en fait, puisque Mhm. dès que ça se répète, il faut l'automatiser. Euh, et, euh, et donc, ouais, ça, pour moi, si Ça- tu veux, ça complète très bien mon écosystème, en fait. Ok. Et t'as mis en place une équipe? Tu fais tout toi-même? Comment tu t'organises? Non, j'ai une équipe qui m'aide sur plein d'aspects, hein, autant que possible. L'art de Moi, déléguer, c'est le vrai secret. ouais, j'essaie d'en faire le moins possible, enfin, de me concentrer sur ma valeur ajoutée, Ta quoi. valeur ajoutée, ouais, carrément. Et ben écoute, on a balayé à peu près tout ce que je voulais aborder. Petite question de curiosité, une journée type de Michael Ferrari, c'est quoi? Ah, alors ça va être une journée où Le je réveil, il sonne vais. à quelle heure déjà? Ça commence à quelle heure? Ouais, le réveil, il sonne à quelle heure? Alors le réveil sonne pas déjà, ça c'est Ça, c'est important. merveilleux, ça. Donc il y a des moments, ça va être 7 heures, il y a des moments, ça va être 8 heures, 8h30, ça dépend des jours. Ok, Euh, et après, ça va souvent être de matin travail focus. Donc, soit sur des développements de contenu, soit sur. Bah, tu vois, ce matin, je suis en train de regarder pour acheter des murs d'un local commercial. Donc, je reçois la signature est censée être demain. Tu reçois tous les docs, faut tout ouais. vérifier, le bail de location. Tu reprends les éléments qui t'ont été communiqués sur la fiche produit au départ. Tu te rends compte qu'il y a des écarts. Tu demandes Mhm. à l'agent, il sait pas, il appelle le vendeur. Voilà. Donc, gérer ce genre d'histoire. C'est pas mal d'analyse de deal ou de support ou de voilà, je regarde beaucoup ce qui se fait, ce qui se fait. Donc ça voilà, un matin focus. Il va y avoir en général un petit moment qui est pas long, mais ouais, faire le point sur la gestion locative. Donc voilà, 15-20 minutes. Ok. Euh, c'est souvent pas plus que ça en temps normal. Euh,
Donc des fois, ça va être un coup de fil à mon gestionnaire ou ça va être régler un truc en cours. Et puis après, donc déjeuner. Et puis après, souvent l'après-midi, j'essaie de travailler assez peu. Ou ça dépend des fois, mais généralement, j'essaie de travailler 1 heure ou 2 et puis après d'être plutôt avec la famille, à faire des trucs avec OK. la famille. Et puis le soir c'est plutôt réservé au sport. Donc aller faire du foot ou du paddle. Alors ça dépend des jours, tu vois. Par exemple, demain matin à 9h30, je vais faire du paddle avec mon groupe. Donc demain matin, bah, ça va pas être une journée. Ça va bouger, ouais. C'est ça qui est bien, Ouais, c'est que ça, tu peux, ça a bougé, ça va dépendre un peu des fois. Mais donc, ouais, enfin, pour moi, un bon équilibre, c'est un moment de travail focus, peu importe le sujet, un moment de sport et puis un moment de famille. Voilà, c'est bien d'alterner, d'équilibrer un peu les trois autant que possible. Au sein d'une journée, c'est bien, quoi. ça fait rêver. C'est bien, c'est bien. Non, non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. C'est tout ce que je voulais entendre et je suis sûr, c'est tout ce que les auditeurs et encore plus quand on est parent et quand les enfants prennent une place et c'est normal, et il leur faut du temps à ces petits bouts. Ben oui, oui, c'est Hem, ça. Puis tu sais, il y a une question de finalité, hein, toujours pareil. Hein, pourquoi tu fais tout ça? bien C'est sûr, quoi la bien finalité? sûr, Et puis, en fait, je me dis, la finalité, c'est quand même le quotidien, la manière dont on vit le quotidien. Hein. Donc, c'est important de le configurer comme tu as envie qu'il soit. exactement. Et puis de se rendre compte que c'est ça aussi, finalement, peut-être la plus grande des richesses. Hein. Donc, c'est la manière dont on peut vivre son quotidien. Hein. On est bien d'accord. Est-ce que tu as, alors j'ai 2 dernières questions. Est-ce que tu as des ressources à conseiller aux auditeurs? Un bouquin qui t'a marqué, quel qu'il soit, ça peut être un grand classique comme ça peut être un truc inconnu au bataillon. Ouais, si je sais pas s'il est très connu des gens aujourd'hui, mais je vous conseille de lire un livre qui s'appelle Qui a piqué mon fromage. D'accord, avec un titre original. Ouais, Spencer, l'auteur, Qui a Je vais le piqué mon noter. fromage. Je vous recommande de lire ça. C'est OK. Ça le pitch en 2 mots? le pitch, c'est une souris qui se balade et qui est habituée à être nourrie toujours de la même manière à la même heure. Et puis un jour, ça change. OK, Et elle se j'aime bien. demande, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va OK, faire? très bien, c'est pas mal. Donc une thématique peut-être relative au changement et à l'évolution. Mmh. Ouais, voilà, pour toutes les personnes qui pensent que tout est gravé dans le marbre, que OK, tout est très bien. stable, rien ne Ah, change. je sais déjà à qui offrir ça. Et enfin, est-ce que tu aurais un autre invité à me recommander, quelqu'un bah, soit de ton entourage, de ton réseau, qui t'a inspiré, qui dans une autre thématique, bref, quelqu'un qui peut apporter également à cette communauté de gens qui entreprennent et qui investissent? Ouais, tu peux peut-être solliciter, Aurélien qui est notamment, spécialisé sur la reprise d'entreprise Très bien, ok. et sur notamment de lieux d'accueil, de lieux liés à la thématique du hospitality, tu sais, les lieux touristiques, en tout genre. Ok. Je peux te mettre en contact si tu veux. Eh ben avec grand plaisir. Ce serait une thématique en plus que j'ai pas encore explorée. Merci infiniment pour cette heure passée ensemble, pleine de richesse et je dirais plus de sagesse. Moi, enfin, c'est comme ça que je te perçois et c'est pour ça que je dis aussi que, Merci. non, mais c'est vrai, hein, c'est comme ça que c'est l'image et tu vois, c'est ce que tu retranscris. T'es pas quelqu'un qui va vendre du rêve, à promettre monts et merveilles, comme tu le dis si bien et comme tu l'as fait transparaître. Les choses prennent du temps. Il faut être conscient de ça, il faut arrêter de courir derrière le syndrome de l'objet brillant, tu vois. C'est Ouais. ce que j'apprécie vraiment chez toi. Et puis avec ce côté un petit peu pluridisciplinaire. Donc bravo encore pour ton parcours, c'est très inspirant. Continue encore bah voilà, de partager un petit peu ton évolution et puis ça inspire de nombreuses personnes, dont moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc je te dis à très très vite. Et puis voilà, si tu as un dernier petit mot pour les auditeurs pour conclure tout ça. Bah, merci, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis si vous voulez en savoir plus, bah, procurez-vous mon livre, Par ici la sortie. Je pense que ça pourra du coup vous plaire, et bah, creuser un On, petit peu la thématique de la liberté on financière. mettra, on mettra le lien en dessous si tu veux. Même si je pense pas que tu aies besoin de ça pour booster les ventes, mais bon, tant qu'à mettre une ressource.
Merci beaucoup, Mickaël. Je te souhaite Merci, une très belle journée et puis je te dis à très très vite. Bye bye tout le à monde. très vite. Merci.